Effectivement, aujourd'hui, Daniel Maltais et moi, on souhaite vous parler de l'entrevue de groupe. Donc, comment on peut donner une voix aux jeunes dans un contexte de catastrophe en utilisant l'entrevue de groupe. C'est évidemment un webinaire qui s'inscrit là dans la programmation de conférences virtuelles en lien avec l'ouvrage La recherche centrée sur l'enfant, qui est sous la direction d'Isabelle Côté et de Kevin Lavoie et René-Pierre Trottier-Cyr. Les présentations ont été faites, donc je vais passer rapidement là-dessus pour en venir au plan de la présentation. Donc, pour débuter, je vais faire une mise en contexte. Donc, d'abord, vous parler de la catastrophe de lac Mégantic parce que c'est de cette catastrophe-là dont il est question dans l'étude dont on va vous parler aujourd'hui. Puis aussi, mais en quoi c'est pertinent dans un contexte comme celui-là d'aller d'interroger les jeunes, donc de leur donner une voix. Ensuite, on va aborder les avantages et les inconvénients de l'entrevue de groupe auprès des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'en dit la littérature de façon générale, mais aussi plus spécifiquement auprès des jeunes. Et après, quelques repères méthodologiques pour le faire. Par la suite, c'est Daniel Maltais qui va prendre le relais pour vous présenter un cas concret, dans le fond, un exemple concret. L'étude qu'on a fait à Lac-Mégantic, dans le volet qualitatif, il y avait vraiment un processus là, qui était mené à l'aide de l'entrevue de groupe. Donc, on va vous parler de ça, des retombées de cette expérience-là, à la fois chez les jeunes, pour la communauté de Lac-Mégantic, mais aussi pour le développement des connaissances et finalement là, la conclusion. Donc, ça va se décliner avec ces 6 grandes thématiques-là. Donc, la mise en contexte, tout d'abord, il faut savoir que la catastrophe de lac Mégantic, c'est vraiment un événement qui a été traumatisant au Québec. Donc, je voyais Bonjour de Belgique. Donc, peut-être que c'est moins connu en Europe, mais ici au Québec, c'est un événement qui a été très perturbant, qui s'est passé dans une petite communauté. Donc, lac Mégantic, c'est à peu près 6 000 habitants. Donc, c'est une communauté qui est tissée serrée, où les gens se connaissent bien les uns les autres. La catastrophe est survenue le 6 juillet 2013. À ce moment-là, il y a un train qui a déraillé et qui a foncé vers le centre-ville de Lac-Mégantic où il a explosé. Qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené 100 000 litres de pétrole brut qui ont été déversés dans l'environnement, qui ont contaminé les sols. Près de 6 hectares du centre-ville qui ont été complètement brûlés. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées de façon temporaire ou permanente. Donc, on parle de 2000 personnes, soit à peu près 33% de la population. 169 personnes parmi elles n'ont pas pu réintégrer leur domicile par la suite. Donc, c'est aussi énormément de dommages matériels en lien avec des commerces ou des résidences. Au-delà de ces dommages-là, plus sur le plan matériel, bien, on parle d'une communauté en deuil. Donc, vous avez ici là, les personnes qui sont décédées lors de cette nuit tragique. Donc, ce qui est particulier, c'est étant donné que le train avait foncé dans un bar, le Musicafé, c'est beaucoup de personnes, on parle de 47 personnes, donc parmi ces 47 personnes-là qui sont décédées lors de l'événement, il y en a beaucoup qui étaient âgées de 35 ans et moins. Donc, ça a été traumatique là, pour la communauté. Ça a fait en sorte aussi que 30 jeunes ont perdu un ou deux de leurs parents. Donc, c'est vraiment un événement. On parle d'une communauté en deuil parce que, étant donné que c'est une petite communauté, tout le monde connaissait de près ou de loin une personne qui était décédée ou qui était endeuillée. Donc, ça a vraiment été très, très souffrant là, pour la population de la communauté. Donc ici, simplement pour vous montrer un peu les ravages causés par la catastrophe. Vous avez le centre-ville de Lac-Mégantic avant le déraillement de train. Donc, c'était vraiment un milieu de vie, le centre-ville, pour les gens de Lac-Mégantic. C'est un lieu très, très important où les gens se rencontraient là, sur une base quotidienne. On avait beaucoup de commerces au rez-de-chaussée avec des habitations à l'étage. Donc, ça créait vraiment une effervescence, un milieu de vie qui était très apprécié avec des maisons centenaires. Donc, il y avait un cachet également là, au niveau de l'architecture.
Après la catastrophe, donc c'est des images qui ont énormément là, circulé. Vous les avez sans doute déjà vues là, pour ceux qui sont issus du Québec. Donc, vous voyez qu'on a un trou béant en plein centre-ville. Donc, le centre-ville a largement brûlé. Et c'est resté comme ça pendant longtemps. C'est-à-dire que ça a été long avant que le centre-ville commence un processus de reconstruction. Donc, dans un contexte comme celui-là, quels sont les enjeux à donner une voix aux jeunes, donc à la suite d'une catastrophe comme ça? Il y en a plusieurs. Donc, il y a des enjeux qui sont propres aux recherches qui impliquent des enfants qui sont abondamment là, couverts dans l'ouvrage dont il est question. En fait, là, nous, on présente un chapitre, mais l'ouvrage est plus vaste. Puis cette question-là, cette thématique-là est vraiment bien abordée, bien couverte. Donc, il y a des éléments, des enjeux qui sont propres aux recherches qui impliquent des enfants, liés au consentement, à la protection contre les risques, à la vie privée, la confidentialité. Mais il y a aussi des enjeux qui vont s'ajouter dans un contexte de catastrophe qui sont propres, dans le fond, aux recherches menées en contexte de catastrophe. Donc, on va parler à ce moment-là du sentiment d'urgence vécu par les populations exposées à la catastrophe, mais aussi souvent par le biais des chercheurs, parce que les chercheurs vont avoir hâte d'aller sur le terrain, collecter des données, ce qui n'a pas été notre cas, là. Daniel pourra vous en parler tantôt. Donc, ça crée un contexte qui est bien particulier. Il peut évidemment, selon le type de catastrophe, y avoir des dangers en présence. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement d'une catastrophe qui est technologique, mais il peut aussi y avoir des contextes de catastrophes naturelles. Donc, selon le degré de dévastation aussi, il peut y avoir des risques au fait d'aller solliciter les gens. Il peut y avoir également des différences culturelles, donc principalement lorsqu'on parle de catastrophes naturelles, mais il y en a beaucoup qui ont été documentées, par exemple, en Asie, mais pas forcément de gens qui résident en Asie, donc de chercheurs qui viennent de ce continent-là, donc ce qui peut créer des différences culturelles lors de la collecte de données. La difficulté aussi de distinguer la recherche d'aide, puis la recherche d'aide propre à la catastrophe, puis la recherche en elle-même, donc le processus de recherche. C'est-à-dire que les gens qui sont exposés à une catastrophe vont avoir besoin d'aide, vont se rendre vers les services, mais en même temps, souvent, les chercheurs vont passer par ces services-là d'aide pour aller recruter. Donc, souvent, les gens vont se sentir plus ou moins à l'aise de refuser de participer à la recherche parce qu'ils vont avoir l'impression que peut-être ils vont recevoir des moins bons services par la suite. Donc, ça peut amener un risque, évidemment, d'exploitation. Donc, les gens sont plus ou moins volontaires à participer à la recherche. Donc, quand on met tous ces enjeux-là ensemble, en s'intéressant à des jeunes en contexte de catastrophe, bien, on se rend compte qu'on est en train d'aller de mener une recherche auprès d'une population qui est particulièrement vulnérable. Et à ce moment-là, évidemment, il faut que la recherche elle amène plus de bénéfices qu'elle engendre de risques. Donc, ici, dans le fond, c'est un schéma qui a été fait pour démontrer le spectre de la vulnérabilité par Carter. Et en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que plus on va juger que la vulnérabilité de l'enfant est élevée et plus la sensibilité du sujet est forte, moins on va avoir tendance à aller impliquer des enfants comme participants dans un processus de recherche. Ce qui fait en sorte que peu de recherches dans le domaine des catastrophes, et je parle de recherches qualitatives, sont menées directement auprès d'enfants. Donc, souvent, on va interroger des adultes pour connaître le point de vue des jeunes, donc principalement leurs parents, ou encore, on va procéder par le biais de vastes études quantitatives où on va surtout, là, parce que c'est ce qui a été le plus documenté, on va surtout aller voir comment vont ces jeunes-là au niveau de leur santé mentale. Donc, est-ce qu'ils présentent des manifestations de stress post-traumatique, des symptômes dépressifs ou anxieux? Donc, on a beaucoup de littérature là-dessus, beaucoup moins, dans le fond, sur ce que ces jeunes-là espèrent, comment ils perçoivent la catastrophe, comment ça se passe dans leur milieu familial, dans leur vie scolaire, dans leurs relations sociales. Ça, ce sont des éléments qui sont beaucoup moins documentés. Donc, ici, je vous ai mis en fait une petite citation que je trouve intéressante et qui dit dans le fond que ce ne serait pas éthique de ne pas faire de recherche dans le domaine des catastrophes dans la mesure où ces recherches-là sont bien élaborées puis qu'elles permettent dans le fond de protéger les participants qui souhaitent y participer.
Donc, c'est dans cet état d'esprit-là, en fait, qu'on a décidé de mener l'enquête sous forme d'entrevue de groupe. Daniel et moi, on avait déjà travaillé, notamment à Lac-Mégantic, auprès d'adultes, donc aller voir comment les adultes se portaient là, à la suite de la catastrophe, donc 3 ans et demi après. Et là, moi, étant donné que je m'intéressais beaucoup aux jeunes, Daniel beaucoup aux catastrophes, on s'est dit on pourrait se tourner plus spécifiquement sur cette population-là ensemble. Et on avait envie d'aller vers un devis mixte, puis on hésitait, est-ce qu'on fait des entrevues individuelles ou de groupe? Donc, à la lumière de la littérature, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'avantages et d'inconvénients à utiliser l'entrevue de groupe auprès des jeunes, puis c'est ce qu'on va vous présenter là, dans un premier temps. Donc, les avantages et les inconvénients. D'abord, les entrevues de groupe sont surtout documentées auprès des adultes. Donc, on a beaucoup plus de connaissances, d'exemples et de littérature critique à cet égard-là. Et ce que les études nous disent, c'est que c'est une bonne technique de collecte de données dans la mesure où elle permet d'aller chercher une richesse au niveau des données recueillies, puis une profondeur aussi. Donc, ce n'est pas juste un cumul d'entrevues individuelles, mais le fait de mettre des gens ensemble, ça fait en sorte que leurs interactions ça les amène à réfléchir, puis souvent, on va aller beaucoup plus loin dans les données qu'on va recueillir. Donc, ça, c'est un élément qui ressort beaucoup. Également, le fait que c'est une technique qui est rapide, qui est flexible, qui est pratique, donc qui permet, avec des ressources financières qui peuvent être plus limitées, puis des ressources temporelles plus réduites aussi, d'aller chercher le point de vue de plusieurs personnes. Donc, évidemment, quand on parle d'entrevue de groupe auprès des jeunes, mais ces avantages-là sont encore présents, mais en plus, on relève un certain nombre d'avantages qui sont plus propres aux jeunes eux-mêmes. Donc, c'est une perspective qui permet de reconnaître, dans le fond, que les jeunes sont les experts, donc sont les mieux à même de parler de leur vécu, de leur réalité. Donc, souvent, comme je le mentionnais, on a tendance à aller interroger les adultes qui entourent les jeunes ou encore leurs parents pour savoir comment les jeunes vont. Or, il peut y avoir un décalage entre les deux. Donc, ça nous permet vraiment d'aller interroger directement les jeunes et ça peut avoir des bénéfices pour eux, le fait d'en parler de l'événement, dans ce cas-ci de la catastrophe ou de parler de leur réalité. Ça permet aussi un certain équilibre au niveau des pouvoirs, c'est-à-dire que moi, comme chercheur, si je fais des entretiens individuels avec des jeunes, le pouvoir, là, il n'est pas égal, il n'est pas équilibré. Donc, le jeune va ressentir quand même une certaine pression à donner la bonne réponse. Il va vouloir correspondre aux attentes de l'adulte, même si on met l'entrevue en contexte et tout. Alors que là, en ayant plusieurs jeunes face à un intervieweur, ben ça crée moins ce déséquilibre au niveau des pouvoirs et le fait que le jeune n'a pas nécessairement la pression de répondre à chacune des questions. Il peut simplement ne pas se manifester lorsqu'une question est posée. Ben, ça diminue beaucoup cette pression-là sur le jeune. Ensuite, c'est une bonne méthode. Les études soulignent que c'est une bonne méthode étant donné l'importance des pairs pendant le jeune âge. Donc, le fait d'être regroupés ensemble, bien, ça peut faire naître un plus grand sentiment de sécurité, un plus grand niveau de confort aussi, puis amener les jeunes à se livrer de façon là, plus naturelle, plus spontanée. On sait aussi également là, que les jeunes, comparativement aux adultes, en entrevue de groupe, souvent, la désirabilité sociale va être moins importante, donc ils vont se livrer de façon beaucoup plus spontanée. Ça permet aussi, lorsqu'on aborde des sujets délicats, c'est le cas en contexte de catastrophe, de normaliser le vécu. Donc, les jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu les choses d'une certaine façon ou d'avoir une certaine vision d'un phénomène. Puis ça leur permet aussi de se soutenir par rapport à un événement ou une réalité. Donc, ça, c'est des avantages, dans le fond, qu'on a recensés par rapport à l'entrevue de groupe de façon générale, donc pas nécessairement en contexte de catastrophe. Maintenant, il y a certains inconvénients aussi qui sont abordés là, dans les écrits scientifiques en lien avec l'utilisation de l'entrevue de groupe avec des jeunes. Donc, d'abord, au niveau des comportements qui peuvent être dérangeants pendant l'entrevue. Donc, ça peut être des comportements qui sont inhibés, c'est-à-dire les jeunes qui ne vont pas beaucoup s'ouvrir, qui ne souhaitent pas parler. Donc, s'il y en a plusieurs dans un groupe, ça peut être plus complexe pour l'équipe de recherche. Mais à l'inverse, ça peut être des comportements qui vont être perturbateurs ou intimidants. Donc, il peut y avoir des leaders très, très forts dans le groupe
qui peuvent venir perturber un peu le déroulement de l'entrevue en faisant en sorte que certains n'osent pas s'exprimer parce que ces gens-là sont là. Ou à l'inverse, ça peut être également des comportements qui sont juste de l'agitation, donc déranger, faire du bruit, et ça peut venir aussi là, perturber l'entrevue. Au niveau de la confidentialité, mais comme on le fait avec des adultes, c'est certain qu'on va toujours dire en début d'entrevue que les propos qui sont tenus au sein du groupe de discussion doivent rester au sein du groupe de discussion, donc ne pas sortir, mais en même temps, on n'a pas d'assurance que ça va nécessairement être le cas. Donc, ça peut générer, lorsqu'il y a des révélations après le processus, ça peut générer certains stress ou de la détresse chez les jeunes. Dans certains cas, il y a des auteurs qui disent que ça peut être contre-pédagogique en lien avec certaines thématiques, c'est-à-dire que les jeunes, en donnant leur point de vue sur un phénomène, peuvent faire circuler de l'information qui n'est pas exacte ou qui est incorrecte, et que ça pourrait même faire en sorte de mettre en péril, dans le fond, leur bien-être ou leur sécurité. Et finalement, les écrits mentionnent aussi qu'il y a certains aspects techniques qui peuvent être plus complexes lorsqu'on utilise l'entrevue de groupe auprès des jeunes. Donc, par exemple, planifier le moment de la rencontre et le lieu, mais ça peut être plus compliqué comparativement là, à une population adulte. Donc, c'est sûr qu'il y a tout l'horaire scolaire qui doit être respecté. Donc, si on ne fait pas l'entrevue de groupe en milieu scolaire, bien, ça enlève quand même beaucoup de disponibilité. Aussi, le fait que lorsque les enfants ne sont pas à l'école, bien souvent, ils vont être dépendants dans leur participation à la recherche beaucoup de leurs parents qui vont aller les reconduire sur un lieu, ou etc. Puis, il y a des enjeux liés à la transcription des données, c'est-à-dire que des fois, ça va être difficilement audible parce que les jeunes vont parler en même temps ou ne parleront pas assez fort. Donc, c'est un peu les inconvénients là, qui ressortent des écrits en lien avec l'utilisation de l'entrevue de groupe auprès des jeunes. Donc, maintenant, on souhaitait aborder, parce qu'on se rend compte, dans le fond, que c'est important de donner une voix aux jeunes de façon qualitative, mais qu'il y a quand même des défis associés à ça. Donc, on souhaitait voir dans la littérature quels pouvaient être certains repères méthodologiques lorsqu'on souhaite faire une entrevue de groupe avec des jeunes. Donc, à quoi on devrait être particulièrement attentif comme chercheur. Donc, les principaux repères méthodologiques qui sont abordés dans les écrits scientifiques vont concerner la taille du groupe, la composition du groupe, la durée de l'entrevue et le lieu et le contexte d'entrevue. Donc, au niveau de la taille du groupe, là, de façon générale, les auteurs s'entendent pour dire qu'il faut avoir une taille de groupe qui va être plus réduite comparativement à ce qu'on va faire ou mettre de l'avant avec des adultes. Cette taille-là, elle doit s'adapter aussi en fonction de l'âge des enfants. Donc, lorsqu'on a des adolescents, on peut avoir des paramètres qui ressemblent plus à des entrevues de groupe auprès d'adultes, mais lorsqu'on a des enfants d'âge scolaire, là, il faudrait des groupes plus petits. Donc, auprès d'adolescents, les repères qu'on voit le plus souvent dans les écrits scientifiques, c'est d'avoir de 6 à 8 jeunes dans un groupe de discussion, alors qu'avec des enfants d'âge scolaire, on va parler de 4 à 6 jeunes. Et le 4, dans le fond, le nombre de 4 est un seuil en dessous duquel on dit, si on a 3 participants, 2 participants, on n'est pas vraiment dans une entrevue de groupe, mais plutôt dans des entrevues individuelles qui se font de façon parallèle. Au niveau de la composition du groupe, il y a aussi des informations qui sont données là, à titre de repères méthodologiques. Par exemple, au niveau de l'âge, donc on dit que c'est bien qu'il y ait une certaine homogénéité pour faire les groupes de discussion. Donc, faire en sorte que ce ne soit pas des jeunes qui ont un trop gros écart. Donc, on va parler souvent d'une différence d'âge d'1 an ou 2 maximum. Sinon, souvent, les plus jeunes vont avoir tendance à prendre moins de place. Les plus vieux, ayant plus d'habileté de communication, mais vont être surreprésentés, dans le fond, dans leur temps de parole. Au niveau de l'âge, de façon plus globale, on dit souvent que c'est plus adapté pour des jeunes de 6 ans et plus. Donc, en bas de 6 ans, étant donné que les compétences langagières, les compétences sociales sont moins développées chez l'enfant, c'est moins recommandé d'aller vers l'entrevue de groupe à ce moment-là.
Au niveau de la mixité, c'est un sujet qui revient souvent. Donc, ce qui est souvent conseillé, c'est de ne pas faire des groupes mixtes, donc de séparer les garçons et les filles lors d'entrevues de groupe. Donc, on dit chez les plus jeunes, ça fait en sorte qu'ils se sentent plus confortables pour interagir, et chez les plus vieux, ça fait en sorte souvent, lorsqu'on on va avoir des groupes mixtes, bien, les garçons et les filles vont essayer de se plaire, ou ça va vraiment venir inhiber là, les discussions. Donc, souvent, on conseille ça, mais en même temps, il y a certains auteurs qui mettent en relief que ça dépend vraiment de la thématique abordée. Donc, que les groupes mixtes, ça ne serait pas un problème dans la mesure où le sujet s'y prête bien et plus général. Mais si, par exemple, on parle de sexualité avec des jeunes, bien, à ce moment-là, ça serait important de faire des groupes vraiment séparés, garçons-filles. Finalement, au niveau des liens d'amitié, il y a certains auteurs qui mettent de l'avant que c'est bien de faire des groupes de discussion avec des jeunes qui se connaissent déjà. Donc, ça peut être favorable dans le sens où les jeunes vont se sentir en sécurité. Au niveau de l'équilibre de pouvoir aussi avec l'équipe de recherche, mais ça va jouer positivement à ce moment-là. Par contre, à contrario, ça peut amener certains défis. Donc, lorsqu'on a des groupes où il y a des conflits, là, ça peut ressortir aussi dans l'entrevue de groupe. Donc, certains patterns antérieurs ou relations antérieures au sein du groupe peuvent venir nuire, dans le fond, au déroulement de l'entrevue. Et ça peut faire en sorte aussi que les jeunes vont être moins à l'écoute, vont avoir envie de parler, vont être plus dans l'informel. Puis ça peut amener un peu comme on dirait en anglais, des inside jokes. Donc, certains membres du groupe se connaissent bien, puis vont exclure les autres de par leurs discussions qui sont un peu plus là, fermées en termes de contexte. Il y a certains paramètres aussi qui ressortent au niveau de la durée de l'entrevue, donc qui doit être modulé là, en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'avec des adultes, on peut faire des groupes de discussion qui vont durer 2 ou 3 heures. On s'entend qu'avec des jeunes, on va y aller avec des durées qui vont être plus limitées. Donc, en fonction de l'âge, on va dire souvent, ce qui ressort chez les 6-8 ans, on dit entre 60 et 120 minutes. Certains sont plus conservateurs, vont dire plutôt entre 45 et 60 minutes. Alors que chez les plus vieux, donc 8-12 ans, on va parler plutôt de 90 minutes. Par contre, lorsqu'on parle d'adolescents, à ce moment-là, ça va ressembler davantage là, aux adultes. Donc, ça dépend aussi de l'expérience de l'intervieweur, sa capacité à gérer les échanges entre jeunes, de la période de la journée aussi, parce que si on va interroger des jeunes à la fin d'une journée scolaire, bien, ils risquent d'être davantage agités, moins concentrés. Donc, ça risque d'être plus difficile à cet égard-là. Au niveau finalement du lieu et du contexte, il y a certains éléments qui ressortent là, dans les écrits scientifiques. Donc, on va parler par exemple de la familiarité du lieu. Donc, c'est quelque chose de positif qui vient encore une fois rééquilibrer le pouvoir. Donc, si le jeune est dans un lieu qu'il connaît bien, avec lequel il est familier, il risque de se sentir plus à l'aise. Ça va augmenter son sentiment de sécurité. Dans les lieux familiers qu'on va voir souvent en entrevue de groupe, mais il y a le milieu scolaire. Donc, souvent, le milieu scolaire va être interpellé et ça a des éléments positifs. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs chercheurs qui vont procéder via le milieu scolaire là, dans le cadre de leurs études. Donc, comme je le disais tantôt, les jeunes sont plus familiers, ils sont déjà dans ce contexte-là, ils se connaissent. Souvent, ça va être plus facile aussi de les séparer en fonction des groupes d'âge. Mais en même temps, il y a certaines règles qui sont inhérentes au cadre scolaire qui peuvent être une entrave là, à l'entrevue de groupe. Donc, par exemple, en milieu scolaire, on demande de lever la main avant de parler. On va aussi placer beaucoup les jeunes en situation d'évaluation, de test. Alors, ils peuvent avoir l'impression que l'entrevue de groupe est une évaluation, qu'ils sont évalués ou qu'ils ont une performance, dans le fond, à faire dans ce cadre-là. Donc, ce sont des éléments un petit peu plus négatifs là, qui peuvent survenir. Mais que ce soit à l'école ou dans un autre milieu, les auteurs vont beaucoup insister sur l'importance de choisir un cadre qui va être plus informel. Donc, si on fait l'entrevue de groupe à l'école, mais on va choisir une pièce qui n'est pas occupée habituellement ou qui est plus informelle. Donc, par exemple, pas la salle de classe là, où le jeune est habituellement.
Donc, c'est un peu les éléments. On dit, ben, c'est vraiment important de planifier l'entrevue de groupe pour faire en sorte qu'elle se passe à un moment qui convient aux jeunes. Donc, comme je le disais tantôt, en semaine, souvent, ça va être plus compliqué, donc de rejoindre plusieurs jeunes. Il va y avoir une fatigue aussi qui va se présenter. Donc, souvent, on dit que les fins de semaine peuvent être des bons moments là, pour faire des entrevues de groupe auprès des jeunes. Donc, voilà. Et je vais laisser maintenant la parole à Daniel pour vous parler plus spécifiquement de notre étude et de comment, en fond, on a pris ces éléments-là plus théoriques et on les a appliqués dans le cadre de notre propre recherche. Merci beaucoup, Ève. Mais avant qu'on présente les objectifs de la recherche, j'aimerais préciser que quand on a commencé la recherche auprès des jeunes, c'est ça faisait 3 ans qu'on intervenait dans la communauté auprès d'adultes. Ça faisait aussi 3 ans que je participais à différentes réunions d'organismes communautaires, publics, etc., pour essayer d'établir un plan d'action. Donc, on était connus du milieu. C'est le milieu qui nous a demandé, dans le fond, de faire cette recherche-là. Donc, la demande de faire l'étude a été formulée par la table des partenaires de la MRC du Granit, qui a soulevé au printemps 2016 que les organismes et les intervenants et les adultes aussi avaient peu de connaissances entourant la réalité des jeunes vivant dans la communauté de Lac-Mégantic. Lors de cette journée-là, il y a eu comme 4 axes de recherche qui ont été identifiés, ou 4 axes d'intervention qui ont été identifiés, dont de dresser le portrait de la réalité des jeunes de la communauté. Et c'est là que la direction de la santé publique de l'Estrie nous a demandé de réaliser cette recherche-là avec un budget quand même qui était assez limité. Là. Mais je pense qu'on a fait un miracle avec ce qu'on nous avait donné comme subvention. On a fait une étude mixte, donc la passation des questionnaires dans toutes les écoles de la communauté de Lac-Mégantic et des rencontres de groupe, dans le fond des entrevues de groupe dans les écoles primaires, secondaires, dans les centres d'éducation des adultes, dans les collégiales, dans les centres de formation aussi professionnels. Mais aujourd'hui, on vous présente, dans le fond, le contexte des écoles primaires et secondaires. Donc, notre recherche avait comme objectif de documenter le vécu scolaire, familial et social des jeunes de 10 à 25 ans qui fréquentaient une maison d'enseignement dans la communauté de Lac-Mégantic. Donc, ils ont demandé de dresser le portrait de la santé physique, la perception de l'état de santé physique et psychologique de ces jeunes-là. Documenter aussi leur vécu. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils pensaient de la catastrophe? C'est quoi les impacts qu'ont eu la catastrophe chez eux et chez les membres de leur famille? Et c'était aussi de donner une voix aux jeunes en ce qui concerne leur avenir et celui de leur communauté, puis aussi de donner la parole aux jeunes sur c'était quoi les recommandations qu'ils feraient aux élus, aux adultes de la communauté, aux directions d'école, etc., pour améliorer, dans le fond, leurs conditions de vie et le vécu des jeunes. Parfait, on peut passer à l'autre. Donc, il y a eu comme 8 groupes de discussion mixtes, ça veut dire que c'était les jeunes hommes et les jeunes garçons qui étaient ensemble, mais c'était dans le fond par classe. Donc, il n'y avait pas de mixité au niveau de l'âge, mais il y avait une mixité au niveau du sexe. Donc, au niveau des écoles primaires, en fonction de la littérature, on s'est dit on va les rencontrer, les jeunes de 5e et 6e année, parce que ça faisait quand même 3 ans que la catastrophe avait eu lieu. Donc, il fallait des jeunes qui étaient conscients de cette catastrophe-là. Les entrevues dans les écoles primaires ont duré 60 minutes. C'était le temps maximum qui nous était accordé, dans le fond. Et les jeunes se portaient volontaires. Une fois qu'ils avaient complété le questionnaire, il y avait aussi une lettre qu'on envoyait aux parents pour leur demander si ce qui autorisait leur enfant de participer à une rencontre de groupe. Et les jeunes qui ne participaient pas à la rencontre de groupe dans chacune des classes lisaient ou quelque chose comme ça. Puis les jeunes étaient donc transportés dans un autre local, dans le fond, qui n'était pas leur classe. Donc, il y a aussi 7 groupes mixtes au niveau du secondaire 1 ou secondaire 5, plus quelques unités de rattrapage. Et ces groupes-là, dans le fond, ils étaient aussi mixtes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais en fonction d'un groupe de secondaire 1, un groupe de secondaire 2, un groupe de secondaire 3, etc. Et au niveau du secondaire, dans le fond, les jeunes ont été choisis par la polyvalente pour identifier, dans le fond, les jeunes dans chacune des niveaux, les jeunes qui étaient plus volubiles, qui étaient plus aptes à participer à une rencontre de groupe. La durée maximale, en fond, de ces rencontres de groupe-là auprès des adolescents, c'était 75 minutes et c'était juste avant l'heure du dîner. Bon, il y avait différents thèmes, dans le fond, qui étaient abordés dans ces rencontres de groupe-là. Dans le fond, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment de dresser le portrait global de ces jeunes-là. Ils n'ont pas seulement se centrer sur la tragédie de Lac-Mégantic, le déraillement du train, mais on voulait aussi connaître leur point de vue sur leur milieu scolaire.
le point de vue des jeunes sur leur communauté, leur point de vue des jeunes aussi sur le déraillement du train, puis les recommandations, dans le fond, qu'ils pourraient faire aux jeunes, les recommandations qu'ils pourraient faire, dans le fond, pour améliorer leur situation au sein de la communauté. Il y avait des thèmes aussi qui n'étaient pas abordés par les élèves du primaire, qui étaient abordés par les élèves du secondaire. Donc, je réponds en détail sur chacun des thèmes, mais on voit qu'il y avait quand même plusieurs thèmes qui étaient abordés, puis on commençait à adresser par les sujets qui étaient moins sensibles, donc les jeunes et leur milieu scolaire. Et on s'était rendu compte aussi par la recherche, l'aspect quantitatif là, nous avait permis de constater que les jeunes se sentaient en sécurité dans leur milieu scolaire, dans leur école, appréciaient aussi leur école, appréciaient leur enseignement. Donc, ça aussi, c'est un élément qui a joué en notre faveur là, pour la rencontre des groupes. Il faut dire aussi que notre recherche, que ce soit dans le volet quantitatif ou le volet qualitatif, a été co-construit avec la commission scolaire, les directeurs d'école et leurs membres du personnel de soutien, là, les intervenants, les travailleurs sociaux, les psychologues qui étaient en milieu scolaire. Donc, dans le fond, le guide d'entrevue a été revu par ces gens-là avant qu'on l'utilise dans les classes, etc. Puis, je pense que les gens avaient une attente particulière. Puis nous, on leur avait promis de transmettre les résultats de recherche le plus rapidement possible dans les milieux scolaires. Donc, on a fait ça une fois que ça a été complété, la collecte des données. Un an plus tard, le rapport de recherche était produit. Des présentations avaient été faites au milieu dans les différents milieux scolaires. Donc, c'était aussi une de nos préoccupations, dans le fond, de rendre le plus rapidement possible, dans le fond, les résultats à ces milieux-là. On peut passer à l'autre. Donc, les enjeux méthodologiques, dans le fond, si on peut dire que ça s'est fait, donc l'étude s'est déroulée en milieu scolaire, ce qui a permis de mieux équilibrer le pouvoir et à faciliter l'instauration d'un climat de confiance entre les jeunes et les membres de l'équipe. Les entrevues se sont déroulées aussi à l'extérieur des locaux habituellement destinés à l'enseignement. Ça a favorisé une atmosphère conviviale et moins formelle, tout en garantissant le bien-être des jeunes. Puis il faut dire aussi que il y avait des représentants de l'équipe de proximité à Lac-Mégantic et aussi le personnel scolaire, les travailleurs sociaux, comme j'ai dit tantôt, psychologues, etc., là, qui assistaient aussi aux rencontres de groupe. C'est des gens qui étaient connus. Puis on peut dire aussi que dans chacun des milieux, ce qu'on a constaté dès le début, c'est que tous les membres du personnel connaissaient très bien chacun de leurs enfants et chacun des familles qui en font, les membres de la famille de ces jeunes-là. On a placé aussi les participants en cercle. Ça a rendu aussi les discussions fluides et spontanées. Et ont interagi avec des pairs du même groupe. Donc, si on peut dire, si on fait référence à la COVID, dans la même bulle, dans le fond, et du même groupe d'âge, ça a permis une libre expression des opinions et des idées. Dans les petites écoles, il y avait des classes, mettons, de 5e et de 6e année ensemble parce que ils faisaient l'école ensemble. Dans le fond, c'était des classes mixtes, si on peut parler comme ça. Là. Donc, ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'on a introduit les sujets les plus sensibles à la fin de la rencontre. Tout ce qui touche Lac-Mégantic, dans le fond, c'était traité à la fin de la rencontre, puis les recommandations qu'ils pouvaient faire aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes ont beaucoup apprécié leur participation aux rencontres de groupe. On nous a remerciés à la fin, ils ont apprécié beaucoup. Ils étaient contents aussi de parler de la tragédie parce que ce qu'ils nous ont dit pendant les rencontres de groupe, c'est que les parents ne voulaient plus parler de cet événement-là avec eux. Puis là, ils se sentaient comme libres d'en parler, puis en confiance d'en parler avec des gens d'expérience et tout ça. Ils étaient aussi très fiers et très contents de faire part de leurs recommandations. Parce que dans le fond, ce qu'ils nous ont dit, entre autres, c'est que les intervenants qui apportaient du soutien dans la communauté prenaient pour acquis que s'ils apportaient du soutien aux parents, les parents allaient être capables d'apporter du soutien à leurs enfants. Les enfants, ils ont dit non, ça ne s'est pas déroulé comme ça. On aurait aimé mieux être entendus puis être écoutés dans les semaines et les mois qui ont suivi la tragédie, quand ça a été temps d'identifier des interventions à mettre en place. Puis là, ça a permis, dans le fond, de faire des suggestions qui ont été, entre autres, il y en a plusieurs qui ont été pris en compte, dans le fond, dans les communautés, dans les écoles. Ça a permis aussi de normaliser les sentiments qu'éprouvaient les jeunes envers la tragédie et leur communauté. Donc, ça a été aussi un élément, ça a normalisé, dans le fond, là, des comportements et des pensées normales dans une situation normale. Par rapport aux règles de fonctionnement au niveau de le consentement et de la confidentialité, c'est que dès le début de la rencontre, on a établi des règles de fonctionnement. Dans le fond, chacun parle à son tour, etc. On ne répète pas ce que les autres ont dit. On n'est pas obligé de parler.
Puis après ça, on a et puis les règles de confidentialité dans le langage qui était adopté aux jeunes. Donc, c'est quoi les éléments qui ont facilité, qui ont fait obstacle à nos rencontres de groupe? Les éléments facilitants, si on peut parler, dans le fond, soit au primaire ou au secondaire, donc la proximité des liens entre les jeunes. Les jeunes se connaissaient, se faisaient confiance, avaient confiance dans le milieu scolaire, se sentaient en sécurité. Ça, c'est tous des éléments qui ont facilité aussi le déroulement des rencontres de groupe. Les jeunes aussi ont fait preuve d'une ouverture d'esprit et ont été aussi à l'écoute de l'un et des autres, dans le fond, que ce soit au primaire ou au secondaire. Les jeunes se sont exprimés librement, on ne les forçait pas de s'exprimer, ils ne se sentaient pas non plus obligés de s'exprimer sur chacune des questions. Ils ont eu plus de facilité aussi à s'exprimer sur leur milieu scolaire et leur milieu familial, parce qu'on commençait toujours qu'est-ce qu'ils aiment dans leur milieu scolaire, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur milieu scolaire, qu'est-ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qu'ils voudraient changer, etc. La même chose dans leur communauté comme telle. On ne leur a pas nécessairement fait parler de leur famille comme telle, qu'est-ce qu'ils aimaient ou pas de leur famille, mais on leur a fait parler, dans le fond, de leur famille à la tragédie, par exemple. Il y a eu quand même un discours assez homogène. Puis on sentait aussi parfois que, surtout au niveau secondaire, même au niveau primaire, dans le fond, c'est que les jeunes, au niveau des recommandations, par exemple, reprenaient les recommandations qu'ils ont pu entendre dans la communauté, comme de leurs parents, comme plus de stationnement dans le nouveau centre-ville, ou des choses comme ça, qui étaient comme, ils disaient, ben là, c'est des recommandations qui viennent de la famille aussi, là. Mais il y avait quand même des recommandations qui étaient vraiment très spécifiques aux jeunes. Ils ont aussi proposé plusieurs recommandations qui étaient surtout adressées aux adultes, surtout adressées aux écoles, surtout adressées aux élus municipaux, aux CIUS aussi, là. Les éléments contraignants au niveau du primaire, il y a eu quand même des petites filles qui ont donné quelques réponses loufoques, comme par exemple leur souhait pour leur école, c'était d'avoir des licornes dans leur école. Donc ça, c'est un peu loufoque un peu. Il y avait eu des jeunes aussi qui étaient moins loquaces, surtout lorsqu'on a abordé la question de la tragédie de Lac-Mégantic. Puis on s'est rendu compte, dans le fond, dans chacun des groupes, que ce soit au primaire ou au secondaire, ceux qui se sont moins exprimés, c'est surtout des jeunes qui avaient été, dont un membre de leur famille ou eux-mêmes avaient été directement exposés à la catastrophe, ou dont leurs parents étaient des travailleurs essentiels ou des intervenants de première ligne, comme les policiers et pompiers qui sont intervenus, et où ces jeunes-là ont été inquiets tout le long de l'intervention d'urgence, dans le fond, de la santé et de la sécurité de leurs parents. Donc, il y a aussi des jeunes qui bougeaient aussi un peu fréquemment sur leur chaise, surtout au niveau primaire. Ce qu'il y a eu au niveau des éléments contraignants, dans le fond, donc l'inconfort, dans le fond, de certains jeunes quand est venu le temps de parler de la tragédie. Puis au niveau du secondaire aussi, les jeunes auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour s'exprimer parce que 75 minutes était vraiment très insuffisant pour eux parce qu'ils étaient pas mal plus volubiles que les élèves du primaire. Si on regarde maintenant les retombées sur notre recherche, dans le fond, est intéressante parce que, il y a eu, dans le fond, pour les jeunes, ça a été vraiment un espace de discussion où ils ont pu parler d'un sujet qu'on ne parlait pas dans le milieu familial. Il y avait aussi un sentiment de contrôle ils se sentaient en contrôle sur ce qu'ils disaient, puis ils se sentaient écoutés aussi. Donc pour les jeunes, aussi, ça a normalisé leur vécu, les sentiments qu'ils éprouvaient par rapport à l'école, par rapport à leur communauté, par rapport aussi, dans le fond, à la tragédie de Lac-Mégantic. Et on a senti aussi un soutien puis une écoute particulière par rapport aux pairs. Au niveau pour la communauté, dans le fond, ça a répondu à un besoin des organismes communautaires et des intervenants qui voulaient avoir plus de connaissances sur le vécu des jeunes. Le fait que ça aussi, là, les enseignants, le personnel scolaire, ils ont dit à la fin de la recherche, OK, les élèves ont confiance en nous, ils se sentent en sécurité chez nous. C'est maintenant à nous, 3 ans après, dans le fond, de leur apporter du soutien parce qu'on n'aurait pas pu faire non plus cette recherche-là 1 an après la tragédie. Le milieu scolaire n'aurait pas été prêt à ce qu'on fasse, dans le fond, des entrevues de groupe ou qu'on passe un questionnaire auto-administré parce qu'il était vraiment très, très sensible à assurer la sécurité émotionnelle des jeunes. Donc, là, ça a été des données importantes pour le milieu scolaire. Ça a valorisé leur rôle qu'ils pouvaient jouer auprès des jeunes. Il y a eu aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on était, comme on faisait la recherche en collaboration avec la direction de la santé publique, et la direction de la santé publique était quand même très bien en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est qu'on a fait une conférence de presse où on a dévoilé, dans le fond,
les résultats. Puis avant cette conférence de presse-là, on a demandé au ministère, et puis, qu'est-ce que vous faites avec ces résultats-là? On l'a représenté avant. Fait que là, ils ont ressenti l'urgence d'agir. Fait que là, ils ont développé un budget pour engager l'embauche d'une travailleuse sociale pendant au moins un minimum 2 ans, qui allait être consacré, dans le fond, à apporter du soutien dans les écoles, puis apporter du soutien aux jeunes, puis aussi de faire en sorte de faciliter la mise en place des recommandations au sein de la communauté qui avaient été faites par les jeunes. Puis aussi, ce qui est intéressant aussi, les jeunes du secondaire avaient suggéré de mettre en place au sein de la municipalité un comité consultatif formé de jeunes qui pouvaient donner leurs suggestions sur les recommandations que prenait le conseil municipal, puis aussi essayer de constituer un comité de jeunes qui pouvait faciliter le développement d'activités sociales, récréatives, ludiques, de soutien auprès des jeunes de la communauté, mais aussi auprès de l'ensemble de la communauté. Donc, il y a eu un comité qui a été formé de jeunes qui ont travaillé avec les adultes de la communauté pour mettre en place des activités destinées aux jeunes, mais aussi destinées à l'ensemble de la communauté. Donc, il y a eu plusieurs activités intergénérationnelles qui ont pu avoir lieu là. Et au niveau de la recherche, dans le fond, on a permis, cette étude-là, ces rencontres de groupe-là, comme on n'était pas centré seulement sur la tragédie, a permis, dans le fond, de vraiment connaître le vécu scolaire, familial et social des jeunes. Et c'est donc dans une approche holistique, dans le fond, ça nous permettait de voir, pour améliorer la qualité de vie des jeunes, il ne faut pas seulement se centrer sur leur santé psychologique après la tragédie, mais aussi sur ce qu'ils vivent au niveau scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour améliorer dans notre école, au niveau familial ou social. C'était aussi une recherche centrée sur les jeunes, sur leur vécu, donc ça nous a permis vraiment de comprendre l'ensemble de leur vécu. Ça porte aussi sur une catastrophe technologique. C'est aussi, on n'a plus de connaissances sur les catastrophes technologiques. Il y a beaucoup plus de connaissances sur les conséquences des catastrophes naturelles, sur la santé, le vécu des jeunes. Et là, donc, une première fois au Québec, on parlait d'une catastrophe technologique. Et aussi, c'est une recherche qui a été réalisée en contexte québécois. Puis c'est aussi, je pense, pour la recherche aussi, ça a permis au milieu de se familiariser avec la recherche collaborative, dans le fond, puis nous aussi en même temps, qu'on a respecté. On était très préoccupés par les enjeux que ça pouvait porter dans le milieu scolaire, puis on était à l'écoute des préoccupations aussi des écoles. Comme nous, par exemple, là, il y a certaines questions qu'on ne voulait pas aborder avec les jeunes, puis ils ont dit oui, abordez-les avec ces jeunes-là, parce qu'on craignait certaines affaires. Fait que là, ça nous a permis d'adapter, entre autres, notre guide d'entrevue pour répondre aux besoins à la fois des jeunes puis aux attentes des milieux scolaires. Maintenant, si on part au niveau de la conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, cette recherche-là nous a permis de démontrer l'importance et la pertinence de donner la parole aux jeunes. Les jeunes peuvent avoir des bonnes idées, peuvent avoir des recommandations qui sont très enrichissantes pour une communauté. Ça nous a permis, dans le fond, de dresser le vécu des jeunes dans leur globalité et non pas seulement sur le sujet de la tragédie de Lac-Mégantic. Je pense qu'on n'aurait pas été capable d'aborder ce sujet-là si avant on n'avait pas abordé d'autres éléments, dans le fond, comme l'école, donc leur communauté, etc. Ça a permis aussi d'avoir des retombées positives chez les jeunes dans la communauté en normalisant ce qu'ils vivaient, leurs sentiments. Ils se sentaient moins seuls, dans le fond, à vivre ça 3 ans après. Dans le fond, ça permet aussi de démontrer que les écoles demeurent des milieux appréciés par les jeunes où ils se sentent en sécurité, puis que c'est un lieu privilégié où on peut intervenir en post-catastrophe. Ça a aussi permis de démontrer l'importance d'accorder des ressources supplémentaires en milieu scolaire. Ça a aussi permis aussi de débloquer un fonds supplémentaire de 10 000 $ après pour faire une recension des écrits. C'est une autre recherche qu'on a réalisée, une recension des écrits sur les interventions qu'on pouvait mettre sur place, sur des interventions qui ont eu des retombées probantes, dans le fond. Et c'est quoi le type d'intervention qu'on peut faire en milieu scolaire après avoir intervenu, après une catastrophe. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des copies à la fois de notre rapport de recherche sur la recherche sur Lac-Mégantic et à la fois de notre recension des écrits sur les interventions à mettre en place, pouvant être mis en place dans les écoles après une catastrophe, vous avez seulement m'envoyer un email, puis je vous ferai parvenir ces documents-là.